Les tribes, qui doivent être traduits comme nous nous y plaisons quelquefois, aussi près que possible de l'équivoque, doivent être conçus comme ce point qui motive cette dérive, comme j'aimerais la traduire. Le drive, qui traduit lui-même en anglais le trieb allemand. Cette dérive de laquelle se motive tout le jeu, toute l'action du principe du plaisir, et qui nous dirige vers ce point mythique qui a été plus ou moins heureusement articulé dans les termes de la relation d'objet, mais dont nous nous devons de revoir, de resserrer de plus près le sens pour le critiquer, la fonction des confusions qui s'y sont introduites par l'usage même de ces termes, les confusions qui peuvent s'y être introduites par les ambiguïtés bien plus graves que toute équivoque signifiante, les ambiguïtés significatives introduites autour de la notion d'objet, de la relation d'objet dans l'analyse. Assurément, nous devons ici, dans ce champ où nous approchons de ce que Freud a dit de plus profond sur la nature des tribes, et spécialement dans la façon dont il les conçoit comme pouvant donner au sujet matière à satisfaction de plus d'une manière, nommément laisser ouverte cette porte, ce champ, cette voie, cette carrière de la sublimation restée presque jusqu'ici dans la pensée analytique, un domaine réservé, un domaine auquel seuls les plus audacieux ont osé toucher, et encore non sans manifester toute l'insatisfaction, toute la soif où peut laisser la formulation freudienne. Nous allons nous référer ici à quelques textes qui sont empruntés à Freud dans plus d'un point de son œuvre. Depuis les 3 essais sur la sexualité, jusqu'à l'Entführung, les Vorlesungen, les leçons, l'introduction à la psychanalyse, encore dans le malaise dans la civilisation, et jusqu'à la fin dans Moïse et le monothéisme. Freud nous incite à réfléchir sur la sublimation, ou plus exactement il nous propose, dans la façon dont il essaie lui-même d'en définir le champ, toutes sortes de difficultés qui sont celles qui méritent aujourd'hui de nous arrêter. Je voudrais d'abord, puisque c'est dans le champ des tribes que se pose pour nous le problème, qui s'appelle celui de la sublimation, nous arrêter un instant à un texte emprunté au Vorlesungen, c'est-à-dire à ce qu'on a traduit en français par Introduction à la psychanalyse, page 357-358 des Vorlesungen, dans le texte allemand, dans les Gesammeltwerk, tome 11. Ainsi, nous dit-il, nous devons prendre en considération que très précisément les pulsions, Triebregungen, les émois pulsionnels sexuels sont, si je puis dire, extraordinairement plastiques. Ils peuvent entrer en jeu les uns à la place des autres. L'un peut prendre sur soi l'intensité des autres. Quand la satisfaction des uns est refusée par la réalité, la satisfaction d'un autre peut lui offrir un complet dédommagement. Ils se comportent les uns vis-à-vis des autres comme un réseau, comme des canaux communicants remplis d'un flot. Introduction à la psychanalyse, 1965. Très exactement, nous voyons là apparaître la métaphore qui, sans aucun doute, est à l'origine de cette œuvre surréaliste qui s'appelle Les vases communicants. Il se comporte donc de cette façon, et ceci malgré qu'il puisse être tombé sous la domination, sous la suprématie du génital primate, lequel, certes pas si commode à rassembler, ne doit donc pas être considéré comme si commode à rassembler en une seule Vorstellung, représentation. S'il y a quelque chose dont Freud nous avertit dans ce passage, il y en a bien d'autres que celui-là, c'est que même quand l'ensemble du net, filet, réseau,
des tribes est tombé sous le génital primate, celui-ci, même dans sa structure, n'est pas à considérer comme quelque chose de si commode à concevoir comme une Vorstellung unitaire, comme une résolution des contradictions. Nous le savons trop que ceci n'élimine en rien le caractère communicant, le caractère donc fuyant, plastique, comme il s'exprime lui-même, de l'économie des instincts. Bref, cette structure qui fait la libido humaine, comme je vous l'enseigne ici depuis de longues années, comme caractérisée par ceci qui est exprimé dans cette formule, qu'elle est essentiellement vouée aux signes, et à glisser dans le jeu des signes, à être quelque chose qui est le seul universel et dominant primat, d'être subjugué par la structure du monde des signes. C'est-à-dire, dans les termes employés par Peirce, le signe, c'est ce qui est à la place de quelque chose pour quelqu'un. C'est bien ainsi qu'essentiellement Freud d'élabore, et il faut que nous le tenions fermement articulé, et ce qui est encore plus articulé dans la suite du passage, où nous trouvons l'articulation comme telle des possibles de la Verschierbbarkeit, c'est-à-dire du déplacement, de la préparation naturelle à admettre les surrogates. Ceci est longuement articulé pour aboutir, dans ce passage, à l'élucidation du partial lust dans la libido génitale même. Bref, pour nous rappeler que, pour commencer d'aborder le problème de la Sublimierung, celui de la plasticité des instincts, comme tel, doit être articulé au premier abord, dut-on par la suite dire que chez l'individu, dans son mécanisme essentiel, et pour des raisons qui dès lors restent à élucider, toute sublimation n'est pas possible, que chez l'individu et en tant qu'il s'agit de l'individu, et posant donc à ce propos la question des dispositions internes comme des actions externes, nous nous trouvons devant des limites, devant quelque chose qui ne peut pas être sublimé, devant cette exigence libidinale qui exige une certaine dose, un certain taux de satisfaction directe, faute de quoi des dommages, des perturbations graves s'ensuivent. C'est à partir de cette liaison de la libido à ce Netz, à cette Flüssigkeit, à cette Verschiebarkeit des signes comme tels que nous partons. C'est là, d'ailleurs, que nous sommes toujours ramenés, chaque fois que nous pouvons lire Freud d'un œil attentif. À quoi ceci nous a-t-il menés? Posons encore ici un point d'articulation essentiel, nécessaire, avant que nous puissions repartir en avant. Il est clair que dans la doctrine freudienne, ce rapport qui structure la libido, avec ses caractères paradoxaux, ses caractères archaïques dits prégénitaux, avec pour tout dire son polymorphisme éternel, avec ce quelque chose qui est aussi l'originalité de la découverte, de la dimension freudienne, ce quelque chose qui en somme se développe sous la forme de tout ce microcosme des images liées au mode pulsionnel des différents stades, oraux, anaux et génitaux. Ce microcosme n'a absolument rien à faire, contrairement à la voix où tel de ses disciples, Jung pour le nommer, essaie d'entraîner. Ce point de bifurcation qui se place vers 1910 du groupe freudien. La pensée des disciples de Freud, ce microcosme qu'on peut appeler atypique, il n'a rien à faire avec le macrocosme, il n'engendre un monde que dans la fantaisie. Ceci est important, et important en particulier à un moment du monde où il est tout à fait clair que si jamais on les y a fait habiter, il n'y a plus d'aucune façon à rechercher ni le phallus, ni, si je puis dire, l'anneau anal sous la voûte étoilée, qu'il est en définitive expulsé et chassé, et que ceci est un point essentiel.
S'il a pu, pendant longtemps, dans la pensée scientifique même des hommes, habiter ces projections cosmologiques, s'il y a eu longtemps un axe du monde, et si longtemps, en effet, la pensée a pu se bercer de quelques rapports profonds de nos images avec le monde qui nous entoure, c'est un point dont on n'a pas l'air de s'apercevoir quant à l'importance de l'investigation freudienne, d'avoir fait rentrer en nous tout un monde. Pour en saisir l'importance, je me permettrai de vous rappeler que ce monde avait, dans la pensée qui a immédiatement précédé ce qu'on peut appeler le trait essentiel de la libération de l'homme moderne, cette importance, c'est de remettre définitivement à sa place, à savoir dans notre corps et pas ailleurs, ce qui longtemps a habité la pensée théologique sous la forme de ceci, dont malgré Freud, malgré qu'il n'ait pas du tout hésité à en parler, à l'appeler par son nom, nous ne parlons plus jamais, c'est à savoir celui que pendant longtemps la pensée théologique dont je parle a appelé le prince de ce monde, autrement dit Diabolus. Symbolique, ici, se complète du diabolique. Le diable, avec toutes les formes que la prédiction théologique a articulées si puissamment, lisez un peu, non pas seulement les propos de Table, mais les sermons de Luther, pour vous apercevoir à quel point et jusqu'où peut s'affirmer, dans un certain domaine, la puissance d'images qui sont simplement celles qui nous sont les plus familières, celles qui ont été pour nous investies du caractère d'authentification scientifique que nous donne notre expérience analytique de tous les jours. C'est bien à celle-là que se réfère la pensée d'un prophète aussi puissant dans l'incidence, qui renouvelle le fond de l'enseignement chrétien comme tel, chez Luther, quand il se sert de termes qui, je dois le dire, pour exprimer notre déréliction, notre chute dans un monde où nous tombons dans l'abandon, sont infiniment plus, en fin de compte, analytiques que tout ce qu'une phénoménologie moderne peut articuler sous les formes, en somme, relativement tendres de la fuite, de l'abandon du sein maternel. Quelle est cette négligence qui laisse tarir son lait? Luther dit littéralement « Vous êtes le déchet qui tombe au monde par l'anus du diable ». Voilà exactement la fonction, le schéma essentiellement digestif et excrémentiel que se forge une pensée qui pousse à ses dernières conséquences, le mode d'exil où l'homme est, par rapport à quelque bien que ce soit dans le monde. C'est là que Luther nous porte. Et ne croyez pas que ces choses n'aient pas eu leur effet sur la pensée et les modes de vivre des gens de ce temps. C'est justement le tournant essentiel d'une certaine crise d'où est sortie toute notre installation moderne dans le monde qui ici s'articule. C'est bien cela à quoi Freud vient donner en quelque sorte sa dernière sanction, sa dernière estampille, en faisant rentrer, une fois pour toutes, cette image du monde, ces fallacieux archétypes, si fallacieux quant au monde, là où ils doivent être, c'est-à-dire dans notre corps. Ceci n'en reste pas moins fort important, car l'expérience nous prouve que nous avons désormais affaire à ce monde là où il est. Est-ce qu'après tout cela va de soi? Est-ce quelque chose qui soit pour nous d'une perspective toute simple, toute rose, et en quelque sorte ouverte à l'optimisme pastoral que ces zones érogènes, c'est-à-dire ces points de fixation fondamentaux,